Fondée en 1948, en pleine occupation allemande puis française, l'Union des populations du Cameroun, en abrégé l'UPC, fête cette année ses 70 ans. Si les fondateurs de ce mouvement indépendantiste ne sont plus de ce monde, subsiste encore le tempérament frondeur et subversif de ses membres, malgré les nombreuses divisions qu'a connues le parti. Augusta Epagna, bonjour. Bonjour. Que reste-t-il de l'UPC fondé par Ruben Oumniobé? Eh bien, il reste un parti qui a du mal à se faire reconnaître par le gouvernement, un parti qui, malgré l'adversité, malgré tous les aléas de l'histoire, a réussi à se maintenir en vie, puisque après l'assassinat d'Ernest Ouandié, le dernier chef historique de l'UPC, donc en janvier 71, évidemment l'UPC était en très très grande difficulté et le pouvoir d'Ahidjo pensait avoir totalement éradiqué l'UPC qui était persécuté depuis plusieurs décennies, d'abord par les colonialistes, ensuite par ceux qui ont pris la relève, c'est-à-dire Ahidjo. Et en 1974 a été lancé le Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. Donc par Ndo Michel, Wungli Masaga, Nkoko Priso, Minja Hilaire. Et ce Manifeste national pour l'instauration de la démocratie visait, son objectif était de renouveler la base militante de l'UPC, de réactiver cette base militante. Et beaucoup de militants du mouvement estudiantin, l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun, avec K, ont rejoint, sont devenus militants de l'UPC. Mais en 90, avec l'avènement du multipartisme, l'UPC entre dans la légalité. Les années de Braise sont terminées. Alors, les années de Braise sont terminées, sauf que le subterfuge qu'a trouvé le pouvoir de M. Biya, donc qui avait pris la relève d'Ahidjo, a été, nous avons dès 90, effectivement, demandé notre reconnaissance, mais pas reconnaissance en tant que nouveau parti, parce que les textes officiels permettaient de valider les partis déjà existants. Donc nous avons fait une démarche auprès des pouvoirs publics pour constater notre existence. On a reçu une fin de non-recevoir, on a fait de multiples démarches dans ce sens, et le subterfuge qu'ils ont trouvé a été de légaliser des UPC totalement fictives, notamment l'UPC de M. Dika Akwa. Après, il y a eu l'UPC de Kodok, etc. Des gens qui ont fait toute leur carrière politique, qui certes, notamment pour M. Kodok, a été à l'UPC jusqu'à la fin des années 50, mais qui, dès le début des années 60, avait décidé de rallier le pouvoir. Et il a fait toute sa carrière à l'UNC, puis au RDPC. C'est pareil pour M. Dika Akwa. Et c'est pareil pour M. Ogbelend. Donc, quand on dit dissension au sein de l'UPC, pas dissension. Ils n'étaient plus à l'UPC. Ils avaient choisi une autre voie. De rallier le parti au pouvoir. De rallier le parti au pouvoir, de rallier le régime néocolonial qui était dans la même veine que le régime colonial. Rappelons-nous, si vous le permettez, rappelons-nous que M. Amadou Ahidjo a été littéralement installé, intronisé par les forces coloniales. Mais comment une jeune fille de 20 ans décide-t-elle d'adhérer à un parti qui est présenté comme un parti subversif ? Je suis issu d'une famille Epagna Yondoé, mon père, et c'est quelqu'un qui a été engagé, qui a été expulsé de France en 1960 pour raisons politiques, pour son engagement dans l'UPC. Il a été expulsé de France et livré à la dictature. Il aurait pu effectivement disparaître dans les geôles d'Ahidjo. Bon, il se trouve que, heureusement, la famille, certains membres de la famille bien placés ont pu interférer, mais il a été blacklisté toute la durée de son retour au Cameroun. Donc, c'est comme ça que, moi-même étant né en France, je me suis retrouvé en bas âge avec mes frères et sœurs, et ma mère qui est blanche, au Cameroun, très petite, parce que nous suivions notre père qui venait d'être expulsé. Il a été livré par l'État français. Et c'est comme ça que naît votre militantisme. Et c'est comme ça que nourri déjà par l'histoire de mon père, l'engagement de mon père. Mais évidemment, ce choc, cette confrontation avec la réalité, bien qu'enfant, a fait que je ne pouvais pas prendre une autre voie que celle-ci. Alors, tout à l'heure, vous avez dit Cameroun avec un K. Oui. Cameroun, ça, c'était l'acte fondateur de l'UPC.
le Cameroun tel qu'il existait avant 1916. Absolument. K-A-M-E-R-U-N. Exactement. Et pas Cameroun, C'est ça. comme on l'écrit aujourd'hui. Et pour vous, c'est toujours le Cameroun? Bien sûr. Enfin, si vous voulez, ça renvoie au refus de cette partition du Cameroun, au refus de ce dépeçage du Cameroun, au refus de cette partition du Cameroun dont on vit encore aujourd'hui les soubresauts. Hein, l'actualité, malheureusement, nous rappelle ça, que le Cameroun a été ensuite, à l'issue de la Première Guerre mondiale, a été partagé entre la France et l'Angleterre. 20% du territoire est revenu à la Grande-Bretagne et ils ont dépecé le Cameroun. Après, il y a une partie qui a été rattachée au Nigeria, etc. Et du coup, quand on dit Cameroun, c'est défendre cette entité, c'est refuser cette partition, ce partage du gâteau, et c'est dire nous sommes pour que, effectivement... Pour un Cameroun uni. Un Cameroun uni, mais surtout dans un Cameroun uni et juste, et qui reconnaissent les identités des uns et des autres, au-delà de l'aspect colonial, hein, je veux dire, au-delà de l'identité. Alors, quel est, à propos de ce Cameroun, ces 20% qui revenaient à l'Angleterre, quelle est votre lecture de la crise anglophone aujourd'hui? Si vous voulez, nous pensons que la situation au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun tient d'abord à l'injustice, à la nature profondément injuste de ce pouvoir politique. La décentralisation n'a pas été mise en œuvre. Il y a absolument pas de... Mais ça vaut pour toutes les 10 provinces. Mais bien évidemment, mais la spécificité de ces deux régions fait que, effectivement, avec une empreinte coloniale autre que celle du reste du pays, fait qu'ils ont une particularité. Mais en aucun cas, ça ne peut justifier une partition. Mais le problème, c'est que la non-reconnaissance des revendications légitimes des populations et des différentes catégories qui se sont mises en mouvement, rappelons-nous, si vous le permettez, qu'en novembre 2016, quand commence cette crise dans ces deux régions, ce sont des revendications des avocats, des universitaires, des étudiants, etc. Ce sont des revendications qu'on aurait pu effectivement voir naître dans d'autres régions du pays, avec évidemment cette particularité qui tient aux spécificités liées à l'empreinte coloniale particulière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une fin de non-recevoir immédiatement. Alors comment passe-t-on d'un mouvement indépendantiste à un mouvement armé, puisque la lutte avec les maquisards a quand même été sanglante? Elle a plus fait de tort aux populations qu'aux colonisateurs que vous combattiez. Oui, attendez, les morts ne proviennent pas de l'UPC. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Ce sont les colonialistes qui ont tué les gens. Ce sont les colonialistes qui ont rasé des villages. À l'ouest du Cameroun, en Pays Bassa, comme on dit, mais même au nord, au sud, parce qu'on parle de ces bastions historiques, certes, mais ce sont les colonialistes. Et ce sont des milliers et des milliers de personnes. On évalue à plus de 800 000 personnes le nombre de morts. Ce n'est pas l'UPC qui a tué, qui a rasé les villages, etc. N'oublions pas que... Les maquisards n'étaient pas des tendres, non plus. Mais les maquisards n'étaient pas des tendres, mais ce n'était pas dirigé contre la population. Rappelons-nous l'histoire. Jusqu'en 1955, Oumniobé est allé 3 fois entre 52 et 54 aux Nations Unies pour plaider la cause du Cameroun. On se souvient de sa déclaration de 1952. Absolument. Il plaidait pacifiquement la cause du Cameroun en demandant la réunification et l'indépendance. Parce que la réunification, c'était quasiment la revendication première et l'indépendance. Et vraiment, tout ça se passait très pacifiquement. Mais l'UPC et ses dirigeants étaient persécutés. Mumia a été obligé de se réfugier au nord-ouest et au sudouest. Après, ils ont été obligés de quitter le Cameroun pour certains dirigeants. Ils étaient pourchassés, persécutés quotidiennement. Et en mai 1955, alors qu'il y avait des manifestations un peu partout dans le Cameroun, mais pacifiques, il n'y avait pas de... Ils ont tiré dans le tas. Il y a eu plus de 5000 morts. On évalue le nombre de morts à plus de 5000. Et c'est là, et avec le 23 juillet 1955, interdiction de l'Union des populations du Cameroun, de la JDC, Jeunesse démocratique camerounaise, et de l'UDFEC, Union démocratique des femmes camerounaises. Et 23 juillet... À propos des femmes, justement, quel a été leur rôle dans cette lutte? Ben, les femmes ont eu un rôle très très important. Toutes les
toutes les compagnes, les épouses des dirigeants étaient des militantes, mais pas elles ne faisaient pas de la figuration, des vraies militantes actives, dynamiques, qui avaient des responsabilités et qui n'étaient pas là seulement comme faire valoir. Non, mais les femmes ont eu un rôle très très important. Mais elles n'étaient pas aux avant-postes. Ah non, mais bien sûr, ça c'est toujours le même problème hein, dans toutes nos organisations. Voilà, bon, mais ceci dit, elles n'étaient pas non plus des faire-valoir, hein, ça vraiment. Alors ce qui est important, c'est le basculement s'est fait à la suite de ça. L'UPC a été contrainte et forcée de prendre les armes, mais ça n'était pas dans sa stratégie initiale. Elle s'est retrouvée acculée à le faire. Alors, Ruben Umyombe, le fondateur de l'UPC, meurt assassiné le 13 septembre 1958, Exactement. moins de 2 ans avant la proclamation de l'indépendance du Cameroun. Connaîtra-t-on enfin la vérité sur cette mort? Il a été trahi ou pas par un de ses amis? Jusque-là, tout ça. Vous savez, le problème qu'on a également par rapport à cette lutte et cette résistance exemplaire, pas seulement pour le Cameroun, mais je dirais pour le continent africain, c'est le fait que, bien que Mitterrand ait fait des promesses par rapport à l'ouverture des archives, etc., à ce jour, on sait très bien que ce n'est pas si simple. Moi, je connais plein de jeunes universitaires qui travaillent sur le mouvement, sur la résistance au Cameroun et qui ont essayé d'accéder aux archives. Ce n'est pas si simple. Ça reste encore très, très compliqué. Il y a encore beaucoup de choses auxquelles on n'accède pas. Et je pense que ces éléments-là font partie des choses. Bon, on espère qu'on arrivera à imposer l'ouverture totale des archives et qu'on pourra élucider enfin ces points d'histoire. Il faut rappeler aussi que 2 ans après, c'est Félix Roland Moumié qui est empoisonné par les services secrets français. Et puis qu'enfin, le dernier fondateur, comment dirais-je, fondateur de l'UPC, Ernest Ouagnier, qui est assassiné au Cameroun, à Bafoussam, en janvier 71. Donc, c'est comment dirais-je, c'est une démarche extrêmement violente de la part du pouvoir. C'est vraiment une volonté d'éradiquer totalement ce mouvement. Et ce sentiment perdure encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, alors que dès 90, comme je vous le disais tout à l'heure, on a tout de suite demandé à être reconnu parce que oui, voilà, parce que on a existé dans la clandestinité, on existe depuis 48, sans discontinuer. On a existé depuis 48 avec les mêmes orientations, c'est-à-dire une volonté d'indépendance, de souveraineté, de construction d'un Cameroun libre, démocratique, etc. Et on est resté donc fidèle aux orientations des fondateurs et donc refus, ostracisation systématique. Donc en 2012, on saisit la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en 2012, qui rend sa décision en 2016 et qui nous donne raison et qui demande à l'État camerounais de nous reconnaître sous le sigle UPC-Manidem et de nous indemniser pour tous les préjudices créés depuis 90. À ce jour, nous n'avons de cesse de demander à l'État camerounais d'appliquer cette décision et il ne se passe rien. Donc l'UPC fait encore peur? Visiblement, parce qu'on reste fidèle, parce qu'on est des gens intègres. Idéaux. Absolument, nous sommes des gens intègres et nous poursuivrons ce combat et on est convaincus qu'on va le gagner ce combat.